Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire un peu secrète de Prince, et surtout dans son combat, un combat acharné contre l'industrie de la musique. Et on va voir que c'est une bataille qui a vraiment tout changé. La question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Est-ce que cet artiste a vraiment détruit sa carrière, ou est-ce qu'il l'a fait pour sauver sa musique? Et si toutes ces actions qu'on a prises pour de la folie à l'époque, c'était en fait une tentative quasi désespérée de sauver son âme d'artiste. C'est ça le cœur du sujet. Alors, pour comprendre, il faut revenir au tout début. Premier acte, le prodige en cage. Tout commence là. On a un jeune artiste, un vrai prodige, qui signe ce qui ressemble au contrat de ses rêves. Le début d'un conte de fées, quoi. Enfin, en apparence. Imaginez la scène. Le gars a 19 ans. 19 ans! Et il signe avec Warner Bros. Mais ce n'est pas n'importe quel contrat. Non, non. Ce qu'on lui donne, c'est du jamais vu. Un contrôle créatif total. La garantie de sortir plusieurs albums. Une liberté artistique que même les plus grandes stars de l'époque n'avaient pas. Franchement, sur le papier, c'est le deal du siècle. Et bien sûr, ça marche. Ça marche du tonnerre. Ce contrat le catapulte tout en haut. Pendant les années 80, Prince devient une superstar mondiale. Purple Rain, Sign of the Times. Ses albums, ils se vendent par millions. Les stats sont pleins à craquer. Il est littéralement au sommet du monde. Sauf que cette cage, aussi dorée soit-elle, ça reste une cage. Et c'est là qu'on arrive au piège, le fameux détail qui change absolument tout. D'un côté, oui, Prince contrôlait son art, sa musique, sa créativité, super. Sauf que de l'autre, Warner Bros. Contrôlait tout le reste. Son nom, son image et le plus important, les enregistrements originaux de ses chansons, ce qu'on appelle les masters. Pour faire simple, il était le créateur, mais il n'était pas le propriétaire de son œuvre. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer sérieusement. On passe à la deuxième partie, l'éveil du génie. Parce que c'est exactement à ce moment-là que le talent immense de Prince va se heurter de plein fouet à la réalité commerciale de l'industrie. Pour vraiment comprendre le problème, il faut se mettre dans sa tête. Prince, ce n'était pas le genre d'artiste à composer quelques chansons de temps en temps, non. On parle de centaines de chansons, chaque année. Son esprit, c'était comme une source inépuisable de musique. Ça ne s'arrêtait jamais. Le truc, c'est que pour son label, cette créativité débordante, c'était un problème. Pour eux, la logique était purement business. Si tu sors trop de musique, tu satures le marché. Et puis, ce qu'ils faisaient était souvent trop risqué, trop avant-gardiste pour passer à la radio. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un tube bien calibré tous les 2 ou 3 ans. Pas un déluge constant de nouvelles idées. Et c'est là que Prince a un déclic, une prise de conscience assez brutale en fait. Il comprend que pour l'industrie, ce qui compte, ce n'est pas le flot de l'art, c'est le rythme du commerce. Il réalise qu'il n'est pas juste un artiste pour eux, il est un produit. Et son propre génie, cette capacité à créer sans cesse, c'est devenu sa propre prison. Alors face à ça, que fait-il? Il ne va pas se laisser faire. Et on entre dans la troisième partie, peut-être la plus folle, le grand sabotage. C'est le début d'une rébellion publique, vraiment spectaculaire, et que, à l'époque, personne, mais alors personne, n'a comprise. Il faut revoir la chronologie pour mesurer le choc. 1993, d'un coup, il abandonne son nom. Il devient un symbole imprononçable. Peu de temps après, le coup de grâce, il se montre à la télé avec le mot « slave », esclave écrit sur la joue. Et pendant ce temps-là, il enchaîne les albums à une vitesse hallucinante. Pour le grand public, c'est la confusion la plus totale. On pense qu'il a perdu la tête. Mais en réalité, la vérité est bien plus stratégique. Ce n'était pas du tout une dépression ou un pétage de plomb. Non, c'était un plan. Un sabotage, oui, mais un sabotage volontaire, parfaitement calculé, dans un seul but, se libérer. Son but était en fait purement juridique. C'est malin quand on y pense. En inondant le marché avec des albums, même sans aucune promo, il remplissait les obligations de son contrat le plus vite possible. L'idée, c'était juste d'arriver au bout de cet engagement pour enfin être libre. Et ça marche. Son plan fonctionne. Une fois qu'il est enfin libéré de son contrat, on passe à la 4e étape, l'architecte de la liberté. Parce qu'à partir de ce moment, il ne veut plus être juste un artiste. Il veut être le maître d'œuvre, l'architecte de toute sa carrière. Et là, il va faire des choses qui sont complètement folles pour l'époque. Regardez bien. Primo, il est l'un des tout premiers à vendre sa musique en direct aux fans sur Internet. Deuxièmement, il va jusqu'à distribuer des albums avec des journaux. Tertio, il retire tout son catalogue du web. Et enfin, il va refuser les services de streaming pendant des années. Il construit son propre système. Et tout ça, ça nous mène au cœur de sa démarche. Il a fait un choix radical. Il a volontairement sacrifié une partie de sa popularité grand public pour gagner la seule chose qui avait de la valeur à ses yeux, le contrôle absolu.
Et on arrive à la fin de notre histoire, la 5e et dernière partie. C'est là qu'on va voir à quel point son combat, qu'il a mené complètement seul, était en fait visionnaire. Pensez-y une seconde. Aujourd'hui, les plus grands artistes, qu'il s'agisse de Taylor Swift ou d'autres, de quoi ils parlent tout le temps? De la propriété de leurs œuvres, de leur indépendance financière, du contrôle de leurs masters. Ces 3 points, ce sont mot pour mot les raisons pour lesquelles Prince s'est battu pendant des années. La seule et énorme différence, c'est que lui, il a mené cette bataille tout seul. Et il l'a fait avec 20 ans d'avance sur tout le monde. C'est lui qui a ouvert la voie que tant d'artistes empruntent aujourd'hui. Ça nous amène à cette idée essentielle. Il n'était pas excentrique, il était en avance. Ce que beaucoup ont pris pour de la folie, c'était en fait de la lucidité. Il avait juste compris avant tout le monde comment l'industrie musicale allait évoluer. Alors, pour conclure et répondre à la question du début, non, Prince n'est pas perdu sa carrière. Il l'a délibérément détruite de ses propres mains pour en sauver l'essentiel, pour sauver son âme d'artiste et sa liberté. Et son histoire nous laisse avec une question qui est aujourd'hui encore plus importante. À notre époque, celle du streaming, des contrats numériques ultra complexes, la question reste entière. À qui appartient vraiment la musique? Le combat de Prince, finalement, il est loin, très loin d'être terminé.